Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. La marche vers une autre Afrique. A. Les acteurs de demain. Les acteurs, au sens strict de la vie politique, sont ceux qui en poursuivent les enjeux, c'est-à-dire visent à conquérir ou influencer le pouvoir d'État pour faire triompher des intérêts collectifs déterminés. Le peuple, dans les régimes non démocratiques, n'est qu'un observateur passif et paralysé, inattentif peut-être. Ces régimes-là ne sont heureusement plus qu'un triste souvenir aujourd'hui en Afrique. Dans les régimes de l'Afrique actuelle, et ce sera beaucoup mieux demain, le peuple est un arbitre, à temps très partiel comme partout au monde, des péripéties de la vie politique. L'arène proprement dite appartient à des acteurs collectifs, partis et groupes de pression, et à des acteurs individuels, les militants et les dirigeants. Certaines organisations politiques visent à exercer directement au moins une partie, sinon la totalité du pouvoir politique. Ce sont les partis. Les autres se contentent d'influencer de l'extérieur le pouvoir politique afin d'infléchir son action dans un sens favorable aux intérêts qu'ils représentent, ce sont les groupes de pression. Entre les uns et les autres, il existe un problème commun, celui de la représentativité. Les partis politiques. Il faut attendre l'émergence au XIXe siècle de la démocratie moderne, c'est-à-dire l'attribution du droit de suffrage à des catégories nombreuses de citoyens, pour voir apparaître les partis au sens contemporain du terme, à savoir des organisations dotées d'un minimum d'institutionnalisation et de stabilité. Paradoxalement, les partis sont nés malgré l'ostracisme des fondateurs de la démocratie politique. Par exemple, les pères de la Constitution américaine de Philadelphie en 1787 craignaient vivement la pression des factions sur l'indépendance des représentants du peuple. Cela dit, les objectifs poursuivis par les partis politiques sont d'ampleur variée. Parfois l'enjeu est limité. Il s'agit d'opérer une mobilisation politique autour d'un homme ou d'une équipe pour leur permettre de l'emporter. Certains partis ne sont que de simples organisations autour d'un leader. L'enjeu est plus large lorsqu'il s'agit également d'infléchir une politique, de faire prévaloir certains intérêts déterminés de groupes sociaux. Doctrines et programmes apparaissent alors qui ont pour objet d'expliquer un projet ou une politique, d'en souligner les références et cohérences, d'attester la légitimité et le sérieux de l'entreprise partisane. Enfin, l'enjeu des luttes partisanes peut être le modèle de société, c'est-à-dire un projet global affectant l'ensemble du système social et politique. Il convient d'ajouter que là où la vie politique se trouve enfermée dans d'étroites contraintes ou même étouffée, il arrive que d'autres organisations soient détournées de leur mission normale et de facto investies du rôle que ne peuvent jouer correctement les partis. Tel a souvent été le cas des églises. On l'a vu à de nombreuses époques de l'histoire, par exemple en Irlande ou en Pologne hier et aujourd'hui, également aussi dans certains pays de confession musulmane où le fondamentalisme prêché dans certaines mosquées véhicule des options nationalistes et conservatrices. Cette activité politique de substitution s'est trouvée dévolue également à des clubs de pensée. Par exemple des cercles d'écrivains et d'intellectuels dans la Russie tsariste ou l'Empire ottoman, et plus près de nous, des organisations syndicales en Afrique du Sud et dans nombre de pays du tiers-monde dépourvus de vie démocratique. Pour des raisons variées, des dirigeants des partis politiques de l'Afrique actuelle jouissent généralement d'une forte longévité politique. Cela tient principalement et entre autres au fait qu'ils en sont à très peu d'exceptions près les fondateurs, et que dans ce continent, des traditions plusieurs fois séculaires confèrent à celui qui a initié quelque chose une aura difficile à effacer. C'est ainsi que, sauf séisme politique relativement rare, ils conservent parfois presque indéfiniment le contrôle de leur organisation grâce à leur prestige, souvent leur compétence ou expérience, aussi à l'information privilégiée qu'ils détiennent sur l'état d'esprit des militants et des cadres, et enfin à leur haute main sur les ressources financières ou les mécanismes statutaires tels que le contrôle des flux d'adhésion, les procédures d'exclusion, etc. C'est une manifestation du phénomène oligarchique si présent ici et des apostrophes ailleurs, sous d'autres cieux aussi. De ce fait, il en résulte une nette tendance à la gérontocratie, qui freine le renouvellement du personnel politique. Dans les systèmes de partis stables, particulièrement les partis uniques installés au pouvoir jusqu'aux années 90, la sclérose progressive était plus nettement marquée et difficilement évitable. Dans l'Afrique de demain à coup sûr,
les dures exigences de la compétition politique conduiront soit à un relatif auto-renouvellement intérieur, la lutte des générations débouchant inévitablement sur une promotion inévitable des jeunes, soit à l'émergence du fameux phénomène des cycles. Une génération politique neuve s'impose à travers un nouveau parti qui réussit, solidement installé aux commandes, mandats électifs, responsabilités dans L', organisation. Elle vieillit progressivement avec le parti qui entame alors un déclin progressif, parfois très lent, jusqu'à ce que la vieille maison, devenue écorce vide, se trouve désertée par ses militants et ses électeurs. Elle est alors très discréditée, à moins qu'elle ne se trouve prise d'assaut par de jeunes Turcs décidés à une rénovation radicale. C'est pour cela que, comme nous l'avons souligné avec insistance plus haut, la création des partis politiques dans cette Afrique de demain devra être précédée d'une très large et profonde réflexion, ce d'autant qu'en raison du phénomène oligarchique, ces partis seront appelés à remplir avec beaucoup de difficultés dans un espace politique terriblement composite, leur fonction primordiale de sélection, comme partout au monde, du personnel politique national et local. Tout dépendra des apostrophes ailleurs du choix qui sera fait, en termes de famille, d'espèce ou de genre de parti. Il est difficile d'imaginer un seul instant le retour au parti unique. Autrefois nombreux en Afrique, ils se caractérisaient par un monopole officiel de la vie politique et relevaient de deux modèles savamment mélangés, parti d'avant-garde et parti du peuple tout entier. Par leur côté avant-gardiste, ils se rattachaient à une conception élitiste en recherchant la cohésion politique par un haut niveau de formation idéologique d'un tout petit nombre. Ce verrouillage garantissait généralement une meilleure rigueur doctrinale du discours, une plus grande radicalité des pratiques, surtout face, de temps en temps, à l'existence de noyaux fermes de militants aguerris et exigeants pouvant constituer une contrainte gênante sur les gouvernants soucieux des intérêts collectifs plus larges ou désireux de modérer le cours de la vie politique. Le côté avant-gardiste faisait l'objet de toutes les attentions par rapport à l'objectif de réalisation de l'ambition de contrôle exclusif de la vie politique, et parce que les dirigeants proclamaient leur irréductible spécificité, fondée, disaient-ils, sur l'accomplissement d'une mission historique dont ils étaient les seuls porteurs. Par leur côté parti du peuple tout entier, ils se sentaient des instruments privilégiés de régulation sociale. Ils constituaient assurément un relais décisif du pouvoir des gouvernants, qu'ils s'en servent de façon active pour mobiliser autour des objectifs définis par eux, ou de façon passive pour encadrer et contrôler. Dans ce contexte, l'osmose entre le parti et la société, entre ses dirigeants et ceux des grandes institutions politiques, économiques, militaires et culturelles, etc., conduisait à transposer en leur sein, de façon ouverte ou larvée, les antagonismes et rivalités qui traversaient l'ensemble de la société. L'homogénéité politique ne pouvait être que de façade dans une telle organisation, qui constituait en outre le passage obligé pour tous ceux qui rêvaient d'accéder au sommet. Enfin, il n'était pas simple de savoir qui contrôlait qui. Comme depuis les années 90 dans l'écrasante majorité des États de l'Afrique actuelle, l'Afrique de demain fera certainement le choix des partis de rassemblement à vocation majoritaire. Leur terrain d'élection est la démocratie pluraliste, là où le verdict du suffrage universel constitue, comme chacun le sait, la seule procédure légitime pour trancher la compétition entre partis rivaux. Qu'ils soient conservateurs ou réformistes, c'est leur acceptation sans réticence du jeu du suffrage universel à travers des élections disputées qui leur confèrent leur physionomie spécifique. Seuls ou avec des alliés, ils cherchent à conquérir une majorité présidentielle, parlementaire ou locale. Pour attirer à eux un nombre significatif d'électeurs, il leur faut éviter de s'enfermer dans un ghetto social ou idéologique trop restreint. Il s'ensuit une certaine modération du propos, des doctrines ou des programmes, qui facilite d'ailleurs, parce qu'elle rassure, la perspective de l'alternance, mais provoque aussi une pratique difficilement réductible des langages multiples et des promesses contradictoires ou tout simplement difficiles à tenir. Certains partis de rassemblement se soucient peu d'avoir une grande base militante. Ces partis de notables ou de cadres, comme on les appelle souvent, peuvent avoir beaucoup d'électeurs et peu d'adhérents. Cela permet à leurs leaders et parlementaires de s'affranchir de toute pression jugée inopportune et rencontrent leur conception du libéralisme politique. L'absence, en contrepartie, des ressources que procurent l'argent et le dévouement des militants les conduit soit à adopter un style discret d'animation politique, soit à rechercher l'appui d'un mécénat économique.
D'autres partis de rassemblement sont, au moins tendanciellement, des partis de masse. Le recrutement large de militants vise à fidéliser l'électorat grâce à une action politique continue, entre les consultations, opérées en direction des différents milieux sociaux. Puisque l'adhésion n'est en réalité soumise à aucune espèce de condition politique, ces catch-all parties méritent l'appellation quelque peu irrévérencieuse de parti éponge, attitude qui n'est pas pour eux dépourvue d'inconvénients car elle multiplie les risques de contradictions internes souvent insolubles. Si le parti de masse prospère en termes d'effectifs, il tend à différencier ses institutions, l'on voit alors apparaître des organisations de femmes et de jeunes. Au total, au milieu de toutes ces nuances et de toutes ces variétés, la question reste entière. Quel parti politique pour quelle démocratie demain ? Question terrible qui ne manque pas d'intérêt, surtout lorsqu'on tient compte des groupes de pression qui seront certainement nombreux et puissants. 2. Les groupes de pression. Les groupes de pression sont des groupes d'intérêt en tant qu'ils cherchent à influencer le pouvoir politique dans un sens favorable aux préoccupations qu'ils prennent en charge. À ce titre, ils sont acteurs à part entière de la vie politique, que leur activité de démarchage s'exerce directement sur l'appareil gouvernemental et administratif ou indirectement, par la médiation des élus, des partis politiques ou de l'opinion publique. De nombreuses classifications de groupes de pression ont souvent été proposées tenant compte de la nature des intérêts défendus, matériels ou moraux, professionnels ou idéologiques, durables ou éphémères. Un clivage aux conséquences stratégiques essentielles sépare les groupes de pression à vocation large et les groupes de pression à vocation spécialisée. Les groupes de pression à vocation large constituent l'expression des intérêts communs à une base sociale préexistante. Elle peut être sociopolitique. Dans cette catégorie, les plus importants d'entre eux sont les groupes d'intérêt professionnels, syndicats de salariés, de patrons, d'agriculteurs, de professions libérales. Il faut y rattacher aussi les organisations de défense des consommateurs, des épargnants, des propriétaires et des locataires, etc. Elle peut aussi être socioculturelle et concerner des strates de population aussi diverses que les femmes, les lycéens, les étudiants, les jeunes travailleurs, les parents d'élèves, les anciens combattants, etc. La préoccupation majeure de ces groupes de pression à vocation large est de rester à l'écoute maximale des attentes et doléances en provenance de leur base sociale, mais aussi de formuler une certaine hiérarchisation des priorités, d'en faciliter l'assimilation pour leurs mandants. Ainsi vont-ils filtrer les revendications qui s'expriment en amont, certains ne pouvant être réputées sérieuses, réduire le multiple à l'unique, le divers à l'homogène, en agrégeant ensemble des revendications connexes, dégager des priorités en tenant compte de l'opportunité politique, du rapport de force favorable ou défavorable, des moyens de pression disponibles, transcrire en formulations adéquates l'expression des attentes, c'est-à-dire utiliser un langage susceptible de maximiser les soutiens et des apostrophes, et veiller un écho positif au-delà du groupe directement concerné. Par exemple, veut-on obtenir un avantage fiscal supplémentaire ? On se battra sur le terrain de l'égalité, de la justice ou de la productivité économique. Veut-on protéger un statut professionnel avantageux ? On invoquera l'intérêt des usagers, le bon fonctionnement du service, etc. Le processus de base étant en gros la rationalisation en termes d'intérêt général des attentes et exigences particulières. Les groupes de pression à vocation spécialisée, quant à eux, tirent leur existence non pas d'une base sociale préexistante, mais d'une grande cause autour de laquelle s'agrègent les individus qui ont des attitudes communes, des opinions et préoccupations convergentes, les comités de soutien à des prisonniers politiques, les réseaux de solidarité, des mouvements éducatifs, des associations de souvenirs par rapport à un grand homme par exemple. Il convient de souligner que dès lors qu'ils mobilisent des ressources politiques pour soutenir la défense de leurs intérêts ou leurs préoccupations auprès des pouvoirs publics, les groupes de pression font de la politique même s'ils s'en défendent toujours. Les appels à l'opinion publique par des campagnes de presse, les manifestations ou les consignes de vote peuvent compléter ou suppléer des activités plus discrètes comme le dialogue avec les représentants d'un ministère, la participation à titre consultatif, sous couvert d'expertise, à l'élaboration de procédures législatives ou réglementaires. Le lobbyisme, c'est-à-dire le démarchage d'élus dont certains d'ailleurs peuvent se spécialiser dans la représentation du groupe de pression, est une activité parfaitement légale,
et ouverte dans certains régimes politiques, à l'instar des États-Unis d'Amérique. D'une manière ou d'une autre, sous une forme larvée ou ouverte, elle sera inévitable aux États-Unis d'Afrique, car elle se pratique de façon généralisée là où les députés ont un réel pouvoir de décision ou d'influence, ce qui sera certainement le cas dans cette Afrique de demain. L'activité politique des groupes de pression soulève inévitablement le dilemme: revendication ou intégration? Soucieux de conserver leur liberté d'appréciation et leur capacité de pression, les groupes préfèrent en principe se cantonner, s'ils le peuvent, dans une activité purement revendicative lato sensu vis-à-vis des pouvoirs publics. Mais pour les plus importants d'entre eux, la pratique fréquente de la négociation, voire de la concertation peut conduire à des formes institutionnalisées de dialogue, à la mise en place de lieux de concertation voire à la représentation directe. Enfin, il faut dire que les partis politiques et les groupes de pression, ces acteurs principaux de la vie politique, ne sont pas en lutte seulement contre les pouvoirs publics. Ils sont en éternelle compétition entre eux-mêmes pour gagner la bataille de la représentativité. Dans un cas comme la défense des intérêts des consommateurs par exemple, réussir à s'imposer comme le porte-parole principal, ou mieux exclusif, des consommateurs, c'est conquérir une plus-value d'autorité considérable auprès de nombreux interlocuteurs parmi lesquels justement les pouvoirs publics il s'agit d'influencer. Être ou devenir représentatif est donc un enjeu décisif sur la scène politique. C'est la capacité de mobilisation qui en donne la mesure. Les élections politiques permettent de compter les voix et les abstentions, le nombre d'adhérents et de cotisants, l'ampleur des manifestations organisées dans la rue. Le respect des consignes d'action ou de boycott constitue autant de tests par lesquels se vérifie ou non la représentativité alléguée. Des efforts constants doivent être déployés pour éviter l'apparition de rivaux, les contenir, à défaut de les neutraliser. C'est pourquoi les luttes fratricides constituent un élément essentiel des soubresauts de la vie politique. Par exemple, rivalité entre syndicats et organisations professionnelles implantées sur les mêmes terrains, lutte de tendance au sein d'une même formation politique, affrontement des caciques. 3 stratégies peuvent théoriquement être adoptées. La première d'entre elles peut être la séduction permanente. Elle est indispensable lorsque la compétition est ouverte. Il convient alors que leaders et organisations se tiennent à l'écoute la plus attentive possible des aspirations, doléances et attentes de leur base réelle ou virtuelle. Il leur faut aussi effectuer un travail constant de persuasion tendant à montrer que seuls sont à même de défendre efficacement les intérêts de la population ciblée parce qu'ils sont proches d'elle, mieux organisés, compétents, etc. Au besoin, ils iront jusqu'à flatter les rêves les plus secrets, réactiver les fantasmes les plus refoulés. La deuxième stratégie peut être le partage de territoire. Plutôt que de se livrer à une lutte épuisante, les groupes d'intérêt, les tendances au sein d'un parti, rarement les partis eux-mêmes, peuvent envisager de s'accorder, de bon ou de mauvais gré, implicitement ou tacitement sur des zones d'influence réservées. Dès lors, dans chaque fief tend à se constituer un monopole sur lequel veille jalousement une organisation représentative. La troisième stratégie peut être enfin la monopolisation autoritaire. Dans ce cas, la représentativité d'un groupe ou d'une population entière peut être autoproclamée par une organisation sans qu'il soit possible d'en administrer la preuve contraire. Soit par des mesures légales, soit par intimidation ou voie de fait, soit par hégémonie dans les médias, se trouvent écartés tous rivaux éventuels susceptibles de disputer cette prétention. On doit toutefois à la vérité de reconnaître que la faiblesse de ce genre de système politique tient à l'absence d'un véritable aiguillon susceptible d'inciter à réduire le possible divorce entre les aspirations réelles des représentés et les formulations des représentants. C'est alors qu'apparaissent sur la scène politique la langue de bois et, à long terme, le risque de grave séisme institutionnel. B. Le cas particulier des acteurs individuels. C'est en définitive avec les individus bien entendu que la vie politique se déploie, même si ses enjeux et ses règles leur imposent des codes de comportement contraignants, des rôles d'acteurs culturellement définis. Grosso modo, 3 strates peuvent être distinguées: les militants, les représentants et dirigeants, et enfin ceux à qui l'histoire accorde souvent une place à part, les grands hommes. Les militants. Infanterie nombreuse et précieuse des partis de masse, ils peuvent au contraire constituer une base fort étroite dans certaines formations politiques et surtout dans les groupes de pression autres que les syndicats professionnels.
D'autant qu'on ne peut considérer comme tels que les adhérents actifs et non les simples cotisants, ni a fortiori, les sympathisants. Il est vrai que concernant les effectifs, il est difficile de donner davantage que des ordres de grandeur car les organisations avouent rarement leurs cotisants sans même que leurs chiffres soient toujours fiables. Cela dit, le mot militant connote souvent bénévolat, dévouement, ardeur, non sans raison d'ailleurs. Ces qualités sont nécessaires, avec la disponibilité pour assumer gratuitement les tâches militantes ordinaires. Participation aux réunions, lecture de la presse de l'organisation, activités de propagande comme le collage d'affiches, le porte-à-porte, la rédaction d'un bulletin intérieur voire d'un journal d'entreprise, de quartier ou de faculté. Les bons militants sont ceux qui consacrent le temps maximal à la vie de l'organisation, à son affirmation à l'extérieur, à l'assimilation de sa doctrine, de son programme et de sa stratégie. Traditionnellement dans certaines catégories sociales, la propension à militer est plus élevée, étudiants et enseignants par exemple. Mais la caractéristique principale des militants est l'âge et le sexe féminin. Forte majorité de 20 à 35 ans, et très forte proportion des femmes, ce qui a fait dire à un leader africain que le parti se fera avec les jeunes et les femmes on ne se fera pas. Mais la prépondérance numérique n'est pas cependant un facteur qui doit être surestimé. Dans les partis de masse, elle est due en effet pour l'essentiel à ces militants éphémères, 2 ou 3 ans qui constituent à tout moment le gros des effectifs, sans avoir l'influence politique correspondante. Et pour cause, leur faible ancienneté dans le parti les place en situation inférieure par rapport aux militants chevronnés, moins nombreux sans doute, mais aguerris, expérimentés et partant plus influents et crédibles. Par ailleurs, si le bénévolat est la règle, il existe dans pratiquement tous les partis de l'Afrique d'aujourd'hui une catégorie de militants rémunérés. Ce sont les permanents. Sans doute la frontière est-elle difficile à tracer entre les simples salariés recrutés pour assurer des tâches de secrétariat et les véritables militants à plein temps qu'il est nécessaire de payer. Signe d'une certaine puissance organisationnelle et financière, l'existence des permanents influence considérablement la vie intérieure d'une organisation à la survie et au développement de laquelle ils peuvent, moins que d'autres, demeurer indifférents. Il ne faut pas oublier de dire qu'il existe des mobiles sérieux, et même des trophées de l'engagement. Dans l'Afrique d'aujourd'hui comme de demain, les coûts de l'engagement politique sont et seront toujours loin d'être négligeables. Renonciation partielle au bonheur de la vie privée ou aux attraits d'une vie professionnelle, aliénation de la liberté intérieure, stress lié à la compétition permanente, etc. Il faut donc que les gratifications escomptées l'emportent sur ces inconvénients. Quelles sont-elles ? Pourquoi sont-elles attractives ? C'est à partir d'une analyse psychologique des plus réductrices qu'il est courant de voir opposer mobiles égoïstes et altruistes, mobiles intéressés et désintéressés. En réalité, l'intérêt personnel est toujours le socle principal de quelque comportement que ce soit. C'est la raison pour laquelle les organisations fidélisent leurs militants, non pas tant en leur faisant escompter une part, minime nécessairement, des avantages collectifs recherchés, mais en leur distribuant des biens individuels. 3 catégories d'avantages concrètement individualisables sont généralement observables. Il y a d'abord les avantages matériels ou matérialisables. Certains adhèrent pour obtenir ou garder un emploi, pour faciliter à long terme une carrière professionnelle ou plus simplement pour approcher plus commodément des hautes personnalités ou des leaders et s'identifier à leur cursus politique. Entrent également dans cette catégorie des avantages matérialisables, les plus-values de pouvoir que donne l'accès aux échelons de responsabilité dans l'organisation. Elles sont particulièrement appréciées de ceux qui estiment en avoir peu dans leur vie professionnelle ou sociale. Il y a ensuite les avantages psycho-affectifs. Outre l'expérience parfois euphorisante de nouvelles solidarités nées de la participation commune à une grande œuvre à accomplir, le militant peut être en quête d'une meilleure estime de soi, d'une image plus valorisante de lui-même. La vie politique fournit plus qu'à suffisance des grandes causes auxquelles s'identifier et se consacrer de façon désintéressée. L'unité nationale, la construction nationale, la patrie, la justice sociale, etc. Comme Freud l'a bien montré, il s'agit là aussi d'une quête narcissique. Face à la hantise d'une vie quotidienne trop terne et monotone, l'ambition de repousser les frontières d'un ego étriqué peut conduire au plus grand dévouement politique. À travers eux s'opère alors la reconstruction d'une identité plus gratifiante aux yeux des tiers et aux siens propres.
Il y a enfin les avantages qu'on peut qualifier d'imaginaires. Comme tout comportement, l'engagement politique s'effectue sur la base d'attitudes expectantes. Un tel a pris la carte de tel parti parce qu'il escompte son arrivée au pouvoir. Seulement, du fait de son ignorance de l'univers politique ou tout simplement d'erreurs d'appréciation, ces attentes peuvent n'avoir aucun rapport avec la réalité. Cela dit, l'engagement est toujours une solution parmi d'autres d'ailleurs à des problèmes personnels, sans aucun doute, mais tous les problèmes personnels ne trouvent pas une issue politique. Le sport, l'amour, les loisirs divers, la religion, la profession par exemple, offrent aussi des perspectives. Alors pourquoi celle-là plutôt que celle-ci chez ceux qui entrent en politique ? Une première réponse oriente vers l'observation des circonstances particulières vécues par le sujet. Des observateurs avertis ont noté par exemple que plus l'intérêt à la politique était précoce, plus probable devenait l'engagement. Or cet intérêt peut être éveillé soit par identification à un milieu porteur, famille sensibilisée politiquement, évolution dans un milieu éducatif où se trouve fortement valorisée l'action collective, soit moins fréquemment par réaction de rejet vis-à-vis d'un milieu qui s'y serait notoirement fermé. De même que le militantisme d'un parent engendre parfois une allergie de l'enfant à tout engagement, de même un milieu clos et protégé peut éveiller des vocations militantes. Par hypothèse, il n'y a pas de règle générale pour rendre compte de l'ensemble de ces trajets individuels. Le facteur déclenchant est habituellement la rencontre d'un militant, la lecture d'une œuvre, l'influence d'un maître voire parfois, s'agissant de notables déjà en vue, la sollicitation directe d'une formation politique. Une seconde réponse prend en compte le fait qu'il existe des conjonctures historiques plus propices que d'autres à l'engagement. Ce sont des circonstances générales qui ont pour effet de faire monter les coûts d'un non-engagement, ou au contraire, d'élargir le champ ou la connaissance des gratifications offertes en cas d'engagement. On l'a vu dans les premières années d'indépendance des pays de l'Afrique actuelle. Un parti en ascension apparemment irrésistible entraîne beaucoup d'allégeance dans son sillage. À l'inverse, le durcissement de ton d'un parti malgré l'absence de perspectives réellement crédibles favorise la réorientation des énergies même chez ceux qui naguère étaient partants, jusqu'au moment où survient dans l'un comme dans l'autre cas la déception politique, cette dimension inévitable de l'engagement militant. Ces motifs sont nombreux, mais de manière générale, avec le temps, lassitude et découragement opèrent si les objectifs politiques recherchés demeurent durablement hors d'atteinte. En cas de succès, au contraire, se dévoile la distance entre les attentes que le militant s'était forgées et les réalités qui se concrétisent. La grande cause se révèle, en pratique, bien souvent entachée, les positions de pouvoir ou les avantages matériels convoités moins durablement gratifiants qu'imaginés. L'élucidation engendre un malaise, généralement silencieux, dont les conséquences politiques sont souvent dramatiquement importantes. 3 scénarios de réponse peuvent alors se manifester. D'abord le désengagement. C'est l'hémorragie muette des militants après la période de ferveur ou d'enthousiasme. La majorité des désabusés du militantisme se replient sur le bonheur privé. Ils forment alors le noyau dur des générations sceptiques. Il y a ensuite l'émigration politique. Selon les causes de la déception, des militants iront par exemple d'une organisation trop molle ou conciliante vers une organisation plus radicale, ou d'un parti sans perspective réellement sérieuse d'accès au pouvoir vers un autre mieux placé. Il peut y avoir enfin la substitution de mobiles. La longévité de l'engagement dans un parti ne signifie pas évidemment permanence totale des raisons qui ont provoqué l'adhésion initiale. Un âge précoce d'entrée en politique, des mobiles fortement idéalistes rendent probable une mutation ultérieure, silencieuse ou avouée. L'histoire politique est pleine de révolutionnaires fervents devenus de froids bureaucrates, des croyants généreux convertis en opportunistes ou en cyniques, de sectaires s'ouvrir aux vertus du dialogue. La découverte des ressorts réels de l'action politique que permet ordinairement une longue expérience militante n'est pas sans impact sur les attitudes à long terme. Par effet de contre-coup, cela renforce encore l'assomption et la compréhension de ces ressorts réels. 2. Les représentants et les dirigeants. Dans la deuxième strate des acteurs individuels, on trouve les représentants et les dirigeants. Dans les États de l'Afrique actuelle comme partout dans le monde, il existe un ensemble d'individus dont la vie politique est devenue à part entière la profession réelle à quelque titre qu'ils l'exercent officiellement.
Il serait d'ailleurs incroyablement naïf de penser un seul instant qu'il puisse en être autrement. Sous des masques variés, la classe politique comporte 4 fractions principales dont les frontières se recoupent plus ou moins, selon que le système politique est plutôt totalitaire ou au contraire largement pluraliste. Premièrement, les dirigeants politiques, installés au levier de l'État, même lorsque les principaux d'entre eux sont issus du suffrage universel, comme cela est de règle dans les régimes de plus en plus démocratiques de l'Afrique d'aujourd'hui, il existe toujours des collaborateurs choisis discrétionnairement qui en fait sont aussi des politiques. L'entourage du président, les ministres techniciens, les hauts responsables des cabinets ministériels, les détenteurs d'un certain nombre de postes clés. Deuxièmement, les représentants du peuple, qui tirent leur autorité de l'exercice d'un mandat électif important, maires, députés, sénateurs, présidents de conseils régionaux, etc. Troisièmement, les dirigeants des groupes de pression influents comme les grandes confédérations syndicales, les grandes entreprises publiques ou privées qui ont à leur tête des hommes qui pèsent d'un poids essentiel sur les orientations économiques, financières, monétaires et sociales du pays, et qui constituent de véritables professionnels de la politique, même s'ils passent le temps à s'en défendre. Quatrièmement, les observateurs, terme élastique qui désigne tous ceux qui, par leur influence et leur rôle dans les médias, contribuent à façonner les représentations des événements politiques, lesquels, plus que les faits eux-mêmes, s'imposeront à l'opinion, voire au reste de la classe politique. Ce sont les grands éditorialistes, les journalistes de tout premier plan, et plus largement les différents leaders d'opinion. Les hommes politiques, stricto sensu, sont les membres des 2 premières fractions de la classe politique. Une remarque s'impose ici. Comme l'indique bien l'expression elle-même, il y a en Afrique, comme ailleurs, prédominance massive du sexe masculin, même s'il faut souhaiter que dans l'Afrique de demain il y ait progression réelle de la place des femmes dans les sphères dirigeantes de la vie politique, comme on a vu sous d'autres cieux et en d'autres temps, des exemples, relativement isolés des apostrophes. Ailleurs, de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, Indira Gandhi en Inde, Golda Meir en Israël et plus près de notre temps Benazir Bhutto au Pakistan, Angela Merkel en RFA, etc. De multiples raisons sont souvent avancées pour expliquer cette sous-représentation persistante des femmes. On parle souvent de leur faiblesse, de leur sensibilité excessive à la flatterie, du fait que les hommes sont plus sensibles aux gratifications, même illusoires, de la vie sociale et politique, enfin du poids des traditions africaines qui font que dans certaines contrées, la femme dispute sa place dans la société avec le chameau, l'âne ou la chèvre, et non avec les hommes. Il faut d'ailleurs ajouter que même au sein des hommes, certaines catégories sociales sont toujours nettement surreprésentées. Ainsi, dans les régimes prétoriens issus de coups d'État militaires, le personnel politique est largement issu de l'appareil militaire ou policier. Les régimes nés de révolutions sociales font une large place, tout au moins lors de la première génération, aux intellectuels, tandis qu'aux générations ultérieures ils s'ouvrent aux technocrates, c'est-à-dire aux cadres supérieurs de l'appareil administratif et économique. Dans les sociétés de plus en plus industrialisées de l'Afrique actuelle et à plus forte raison de celle de demain, une puissante tendance favorise déjà et favorisera de plus en plus l'émergence au sommet de l'État, d'un personnel ayant une formation supérieure acquise dans les universités et les grandes écoles, issus ou proches de la haute fonction publique, y compris les enseignants, et ceci aussi bien dans les partis de la majorité que dans ceux de l'opposition. Cela dit, il faut soigneusement se garder d'analyses simplistes et mécaniques consistant à tirer de l'analyse sociologique du personnel politique des conclusions hâtives sur l'identité des classes ou catégories réellement dirigeantes, car à tout moment, le fait du prince peut déjouer tous les calculs et toutes les prévisions. C'est pourquoi la carrière des hommes politiques, ici comme ailleurs, est riche d'enseignements divers et pleine d'aléas. Et c'est peut-être ce caractère fortement aléatoire et imprévisible qui explique entre autres bien sûr cette attraction que les gens sous tous les cieux ressentent pour cet inconnu. Étant donné que de tout temps l'homme a été attiré par l'inconnu, on comprend pourquoi les exemples d'abandon volontaire de la vie politique au profit d'une autre activité sont relativement rares, sauf peut-être aux États-Unis d'Amérique où l'osmose entre les affaires et la politique est plus fréquente. Les séductions de la politique professionnelle sont assez fortes pour créer une sorte de dépendance psychologique. Tout d'abord les séductions matérielles. En Afrique c'est bien connu, les salaires sont si bas que ce n'est que lorsqu'on arrive aux fonctions politiques de tout genre qu'on quitte la survie pour la vie, et qu'on peut être utile à sa famille, sa tribu, sa région de naissance.
C'est pour cette raison qu'il est singulièrement difficile à l'Africain détenteur d'un mandat électif important et à plus forte raison d'un portefeuille ministériel, reconnu socialement dans l'exercice d'une haute fonction légitime, de retourner à l'anonymat, de renoncer au chatoiement des feux de la rampe. En effet, si les rythmes de la vie quotidienne d'un député, d'un maire ou d'un ministre sont ordinairement harassants, ils attestent une sorte d'intensification de l'existence qui, par contraste, fait apparaître bien mesquine et petite, la vie sans responsabilité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.